de différentes personnalités. Pour que la C14 ait de l'avenir, c'est le travail. Ça doit être l'œuvre de ces différentes personnalités. C'est-à-dire que je ne peux pas dire aujourd'hui que moi, Sohé, eh bien, et je n'ai pas de l'avenir et donc et je vais me suicider par exemple. C'est un exemple qui ne mérite pas. Non, l'avenir du groupe en fait. Non, ça dit que je voudrais donner cette illustration pour pouvoir étayer mon argumentaire. C'est-à-dire que la C14 peut ne pas avoir l'avenir. Si les différentes personnalités qui composent le groupe n'ont plus de vision, ils n'ont plus cet engouement-là, eh bien, de conduire le groupe jusqu'à, d'imprimer une certaine vision au groupe. Il va de soi que le groupe se disloque et puis, bon, voilà. Maintenant, si ces différentes personnalités estiment que même le fait qu'ils n'aient pas participé aux élections ne voudrait pas dire qu'ils n'ont plus d'avenir, ne voudrait pas dire que c'est fini, eh bien, ils vont se regrouper, ils vont réfléchir et la vie continue. On ne peut pas dire que c'est parce que la C14 n'a pas participé aux élections et donc, par conséquent, la C14 n'a plus d'avenir. Non, moi, je ne trouve pas le problème sous ce temps parce que la plupart du temps, en matière de coaching, tout d'abord, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec parce que tout ce qui arrive constitue une leçon. Si alors, par rapport... si on essaie d'analyser un peu la politique togolaise, il y a de cela un an et quelques mois, déjà depuis le 20 août 2017, on sait que le Togo a traversé une période pas possible. Et on aurait souhaité peut-être voir la C14 à l'Assemblée, tout ça là, pour voter, faire d'autres choses. Si aujourd'hui la C14 ne participe pas aux élections, et voilà, on dit la C14 a gagné, ils ont... S'il n'y a pas une dichotomie entre ce qui est en train d'être fait? Non, moi personnellement, je pense que la C14 a de l'avenir. La C14 a de l'avenir si les différentes formations politiques qui la composent veulent réellement, eh bien, aboutir, veulent réellement que leur objectif soit réalisé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je voudrais revenir sur ce que j'avais développé tout à l'heure. Le fait de ne pas participer aux élections n'explique pas de facto que la C14 n'a pas de... À quoi bon de convier les gens dans les rues, marcher, réclamer, être gazés, tout ça après? Non, mais écoutez, c'est-à-dire que est-ce que le fait de demander aux gens d'aller marcher fait partie de la Constitution? Si oui, je ne peux pas dire à la C14 d'aller marcher parce que je ne fais pas partie de la C14. Okay. Mais je me dis, est-ce que le fait de dire aux gens d'aller marcher fait partie de la démocratie? Est-ce que cela fait partie de la Constitution? Si oui, ok, il faudrait la C14, il faudrait qu'elle agisse en conformité avec la Constitution, avec les lois en vigueur, c'est tout. Oui. Non, juste un mot. Parlant donc de l'avenir lié donc à la position du MCD, je me dis aujourd'hui, voilà ce qui reconfirme d'ailleurs la position, le goût d'inachevé dont je parlais. Parce que s'il faudrait aujourd'hui estimant que la C14 n'a plus d'avenir, voilà pourquoi le MCD s'est retiré. Ça voudrait dire quand même qu'au niveau du bilan ou des pièces comptables, au niveau de la démarche qui a conduit à la catastrophe, si vous me permettez, le MCD est aussi tenu comptable de tout ce qui est lié. Donc pourquoi se désolidariser aujourd'hui si on estime que la coalition n'a plus d'avenir? Alors, Horus? Alors, bon... Alors, disons, le litige qui nous a tenu, il nous a tenu pendant pratiquement un an. Même un an et demi. Et je me souviens à l'époque, quand on venait sur le plateau, je disais que chacun des camps joue sa survie politique. Parce que c'est un peuple éprouvé qui, à un moment, s'est exprimé.
de ça. Maintenant, chacun le jugera de la manière qu'il voudra, mais qui s'est exprimé. Et pour moi, la C14, disons, ce n'est pas l'élection dernière qui met entre griffes la C14 dans le pétrin, c'est une succession de décisions prises en amont. Et personnellement, je pense que cela commence au début des négociations. Parce que il y a quelque chose qui était pertinent, qui a été dit, je pense, dans une intervention précédente. On parlait de renouvellement. De la classe politique. On parlait de renouvellement de la classe politique. Tout à l'heure, dans l'intervention, je parlais de jeunesse. Et je pense que le fait d'avoir été... parce que je me rappelle au début du processus, petit à petit, je pense que petit à petit, on est rentré dans un certain nombre de successions de querelles qui ont détourné, on va dire, la vision principale, le but pour lequel on... Je pense que le problème n'est pas ce que la C14 défend, mais le problème, c'est comment elle le défend. Et quelles sont la manière dont elle prévoit revendiquer ou amorcer cette lutte-là. Je pense que, pour moi, selon moi, peut-être si je devrais citer 2 grosses erreurs, ça a été, par exemple, le fait de ne pas soutenir une jeunesse qui était embastillée. Par exemple, quand on voit ceux qui jusqu'à présent ne sont pas libérés, ça n'a l'air de rien. Mais je pense qu'en termes de communication, ça renvoie un mauvais exemple. Parce que ce sont des gens d'un certain âge, d'une certaine génération, je dirais, qui est sur ce plateau. Et par conséquent, ce sont des acteurs politiques, des acteurs de la société civile qui, n'ayant pas été soutenus, voilà, ça donne une certaine image. Ensuite, il y a le fait, il y a cette question d'ailleurs que je trouve c'est pas très élucidé, où on ne revoit plus M. Tipi Atchadam. Quelqu'un que l'on voyait dès le début et qui était au début du processus. Le leader de la révolution. Je ne vais pas dire révolution, mais leader quand même d'un certain nombre d'actions qui se sont posées et qui, d'une certaine manière, a relancé tout le contingent de l'opposition togolaise. Donc, à un moment dans le processus, il est étonnant d'avoir, même les médias occidentaux le faisaient, on avait 3 personnes quand on faisait des interviews. On avait M. Jean-Pierre Fabre, on avait Mme Brigitte Al-Djamabo, on avait M. Tipi Atchadam. Donc à chaque fois, on avait ce trio de tête. À un niveau des négociations, on n'a plus ce monsieur. On n'entend plus trop parler de son parti. Et ensuite, on a toute une succession de jeunes Togolais qui sont de la société civile, qui font leur travail, comme cela s'est passé dans un certain nombre de pays, et qui sont embastillés. Et après, au début des négociations, quand à un moment même on pense que la C14 va se servir de ça, disons, va se servir du fait de pouvoir réclamer que M. Tipi Atchadam fasse partie des négociations et puisse être rassuré dans la préservation de son intégrité, on n'entend plus rien. Quand on voit par exemple les jeunes de Numbweke où on n'a aucune idée du dossier, de ce pourquoi ils sont toujours en prison, de comment ils vont être libérés, on n'entend plus rien. On a, je pense, un monsieur qui est de la jeunesse estudiantine, Sativi, qui en dit, on n'entend plus rien. Et c'est un mauvais signal, parce que je répète, si à un moment on dit aux gens, vous avez le droit de voter à 18 ans, et que vous leur refusez cette analyse critique sur leur pays, sur le problème de leur pays, qu'ils arrivent à l'université, alors que vous puissiez mettre des garde-fous pour qu'il n'y ait pas certains excès, il n'y a pas de problème. Mais que cette jeunesse-là togolaise, que le Togolais dans son rapport à l'expression, à la critique, soit émasculé limite, mais là, c'est pas possible. Donc, par conséquent, quand on voit justement, il y a un monsieur qui était passé tout à l'heure qui dit oui, voilà, nous avons amorcé le renouvellement. On a vu les élections, ça n'a l'air de rien, mais en termes de... On sent que ceux d'en face emploient de façon efficace tout ce qu'il y a en termes de marketing et de communication. Ils ont renouvelé, ils ont mis de la jeunesse, ils ont mis de nouveaux acteurs. On a eu des indépendants.
Dernier point, et de l'autre côté, il n'y a pas ça. On a les mêmes acteurs. Ça n'a l'air de rien, mais la population togolaise, elle est jeune. Elle a envie de voir de nouveaux acteurs, elle a envie de voir de nouvelles personnes. Alors, si à chaque fois qu'il y a une nouvelle jeunesse qui émerge, bon, on la charcute, ou même on ne la voit pas, elle n'est pas représentative, il y a un problème. Donc à un moment, au terme de stratégie, il faut bien... Oui, les gens peuvent se reconnaître dans l'idéal que vous défendez, mais il faut les associer. Il se peut qu'ils ne se reconnaissent pas dans la manière dont vous la défendez et qu'ils trouvent cette manière inefficace. Et il faut pallier à ce problème. Adam Adronon, le dernier point, la C14 est une sorte de fiction et de supercherie. Cette phrase est de Gilbert Bawara. C'est vrai que Gilbert Bawara, depuis un moment, qui fait aujourd'hui figure de porte-parole aussi bien de l'exécutif, mais quelque part aussi au niveau de faire remonter un certain nombre de débats au niveau même de unir ou la mouvance présidentielle, si vous permettez. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, l'analyse de Gilbert Bawara, je pense que le simple mot de fiction ne saurait définir un peu la nomenclature, l'architecture des idées qu'il a développées dans son interview. Mais aujourd'hui, cela tient compte aussi, si vous permettez, de la non-constante, pour rattraper un peu ce que venait de dire tout à l'heure Oris, au niveau de l'embassillement de la jeunesse, pour dire que à ce niveau, à ce point concrètement, vous convenez avec moi que non seulement le pouvoir ne sera aujourd'hui abdiqué devant un certain nombre de faits, mais cela explique quelque part aujourd'hui la non-constance au niveau de la nomenclature revendicative de la coalition à un moment donné, qui tenait dans son agenda la réclamation, la libération de ces détenus, ou du moins de ces mouvements-là. Mais par après, on a constaté qu'au fil du temps, cela n'était plus tellement leurs préoccupations. Ce qui a fait d'ailleurs même qu'au niveau des négociations, aussi bien au niveau des facilitateurs, la question n'était plus tellement à l'ordre du jour, même si on essayait un temps soit peu de les gratigner. Donc ça voudrait dire que c'est une question qui est laissée au calendrier grec. Et pour finir, le clown même de toutes ces questions, c'est qu'elle n'a pas participé à ces élections-là, pouvant lui donner aujourd'hui l'aura qu'il faut pour pouvoir réclamer la libération aujourd'hui de cette détenue-là. Ça voudrait dire que cette lutte-là, qui n'a pas été achevée, est aujourd'hui glissée ou confiée à d'autres partis politiques qui forcément n'auront pas les mêmes appréciations, les mêmes convictions de voir les mêmes choses, parce que ces jeunes qui ont été embassés, qui étaient dans des mouvements, ces mouvements étaient plus orientés au niveau de la coalition, ou du moins de l'opposition, qui remontait un certain nombre d'analyses qui, ma foi, peut être discutable, c'est discutable, certes. Mais l'opposition aujourd'hui, je pense que le sort de ces jeunes-là est quelque part un peu incertain parce que, comme je le disais tantôt, nous avons d'autres partis politiques qui ont d'autres convictions et qui n'ont pas forcément l'idée de pouvoir avoir comme revendication première la libération de ces gens-là. Voilà un peu les conséquences aujourd'hui liées à la non-participation aussi de la C14. Mais l'analyse de Gilbert Bawara, comme je le disais tantôt, tient compte de tout ce fil-là. Et voilà pourquoi il conclut en disant qu'aujourd'hui, la C14 est tout comme une supercherie et une fiction aujourd'hui au niveau de l'architecture et de la nomenclature politique togolaise. Quand vous écoutez le ministre Gilbert Bawara qui dit ça, n'a-t-il pas raison de dire tout cela au vu de l'évolution de l'actualité dans tout son ensemble? Le ministre Gilbert Bawara fait partie du gouvernement. Le ministre Gilbert Bawara fait partie du pouvoir. Mais que voulez-vous qu'un responsable, le porte-parole du pouvoir dise par rapport à la sécurité? Mais au vu de certains faits, est-ce qu'on ne peut pas avoir raison de donner raison à, si vous permettez bien sûr, à Gilbert Bawara de dire cela, de faire cette énième déclaration, la C14, une sorte de fiction de supercherie? Non, moi ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que, venant du pouvoir, eh bien, il est tout à fait normal qu'il tienne ses propos. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que la Constitution de 92, non, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas d'élection. En politique, tout n'est pas figé. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le terrain politique, il faut suivre une certaine dynamique.
C'est vrai que dans un premier temps, au temps de PNP, lorsque PNP était a enclenché le processus... Au temps de PSQ, dit qu'il n'y a plus... bon, peut-être que le terme n'est pas... Ça veut dire que lorsque PNP a enclenché le processus le 19 août 2017, c'était le retour de la Constitution de 92. Maintenant, entre-temps, il y avait eu des négociations, il y avait eu le dialogue. Et qu'est-ce qu'on appelle dialogue? Le dialogue, c'est que vous laissez une partie de vos revendications au profit de... Faire des concessions au profit de votre interlocuteur, de votre adversaire et vice-versa. Donc, je pense que dans cette dynamique, la C14 a lâché prise. Elle a estimé que peut-être cette position est beaucoup plus tranchée. Il faut mettre de l'eau dans le vin. C'est ce qu'elle a pu faire. Et donc, il revient maintenant au pouvoir également de mettre de l'eau dans son vin. Peut-être que c'est en faisant cela que la C14 n'a plus tenu compte du fait qu'il faille forcément le retour de la Constitution de 92. Donc, ce ne sont pas ces faits-là qui doivent nous... qui doivent faire dire au ministre Bawara que, bon, moi je le comprends, venant du pouvoir, il est tout à fait normal qu'il... C'est également une stratégie de communication. Il faut faire en sorte que, si vous prenez, j'ai la parole, si vous prenez les membres de la C14, ils vont balayer du revers de la main. On est en politique. On est en politique. C'est pour cela que je dis qu'il a raison de dire ça parce que venant du pouvoir, je ne vois pas permettez, parce que vous voyez ardemment, nous avons une coalition qui tenait ardemment à un certain nombre de positions données et qu'en réalité, au finish, aucune de ces positions n'a été gagnée. Aucune de ces positions. Vous prenez sur toute la ligne. On ne peut que décompter des morts d'hommes, des dégâts collatéraux liés à cette crise-là. Et au finish, on n'a rien eu de choses là. Donc, convenez avec moi que... c'est-à-dire que si Adam dit ça, c'est très dangereux pour ce pays. C'est très dangereux parce que lorsque vous partagez en négociation, écoutez, lorsque vous partez en négociation et que votre adversaire lâche prise, votre adversaire fait des concessions, le bon sens, c'est-à-dire que si vous tenez réellement au développement du pays, si vous tenez réellement à la paix dans le pays, il faudrait qu'à un moment donné, vous aussi, vous essayez de faire des concessions. Mais si, à défaut de faire des concessions, il y a des pertes en vies humaines, il y a des blessés, il y a des gens qui sont embestiés, eh bien, moi je trouve que cela ne rentre pas dans cette dynamique-là, cela ne rentre pas dans cette dynamique-là qui consiste à prévaloir la vie de la nation, à prévaloir le développement du pays, à prévaloir le calme dans le pays, à prévaloir la sérénité dans le pays. C'est-à-dire que si Adam me dit que par après il y a des pertes en vie, est-ce que c'est l'opposition qui a tué ces gens-là? C'est-à-dire que c'est par rapport aux affrontements qu'on a dénombré des pertes en vie humaine. Alors, les gens, vous êtes deux à aller en négociation. Les gens ont fait des concessions. Il faudrait que vous aussi fassiez des concessions. Vous permettez, on a écouté le général Béhanzin qui a dit du retour de Conakry par après Nana Akufo au Ghana. Beaucoup de choses se sont passées. Et on a dû mettre de côté le test de la République pour pouvoir concilier les positions. Mais la C14 était restée sur sa position. Non, en 30 secondes, puisque c'est déjà la fin. Faut pas que ça soit... Parce que c'est pas des amis qui se sont affrontés. Ce sont des personnes radicalement opposées. Et je me souviens qu'il y a quelque chose de très vicieux qui s'est passé. C'était au tout début de la crise. C'est qu'effectivement, lorsque le PNP amorce les marches, lorsque le PNP approche les marches avec la C14 et tout ça, on revendique, on réclame les réformes. Et c'est le ministre de l'époque, le premier ministre de l'époque, qui dit il n'y a pas de problème, vous aurez les réformes, mais attention,
la rétroactivité de la loi. Et quand il a glissé ça, tout le monde s'est jeté dessus. Donc bref, il faut se souvenir que UNIR a des partisans, a de la stratégie, a des sous, et a une équipe qui s'occupe justement de gérer ces stratégies. Merci à vous trois. Horus Donkovi, vous êtes bien sûr activiste panafricain. Adam Adjonou, merci d'être passé sur ce plateau. Et Paco Soré, merci, chers fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. On se dit à très vite. Investiture de Jair Bolsonaro sous haute sécurité ce mardi au Brésil, le premier chef d'État d'extrême droite à être jamais arrivé au pouvoir par les urnes a suscité énormément d'attentes avec ses promesses de rompre avec l'ordre établi, mais aussi de